Ces vignes ont été complètement détruites en 2007 sur des pousses, de jeunes pousses. Il n'y avait pas d'eau, donc les sangliers ont mangé toutes les jeunes pousses. Et à partir de là, on a dû arracher la vigne et la replanter. Et donc on s'est mis en relation avec la fédération de manière à mettre en place un moyen de prévention qui, pour moi, à l'heure actuelle, est efficace à 100%. Au moment des dégâts où les bourgeons avaient été consommés, donc pas de récolte, derrière on a dû indemniser la totalité de la parcelle en perte de récolte, mais derrière c'est avéré un problème de remise en état de la parcelle qui n'a pas été possible au vu des dégâts. Donc le choix de l'agriculteur à ce moment-là, du viticulteur, M. Thénat, a été d'arracher la parcelle et de la replanter. La parcelle à l'époque était protégée par une clôture en 4 fils électrifiés, mais qui n'avait pas suffi pour protéger la parcelle des sangliers, puisqu'on est dans une zone quand même assez enclavée au milieu des bois, et il est difficile de contenir, quand il y a vraiment une grosse pression des animaux, il est difficile de contenir les animaux à l'extérieur d'une parcelle. Donc suite à cette problématique, quand M. Thénat a eu la volonté de replanter la parcelle, il nous a demandé de voir comment on pouvait essayer de la protéger efficacement, et on lui a proposé de laisser la clôture en l'état, mais de doubler cette clôture par un grillage Ursus, et de n'électrifier sur les 4 fils électrifiés et en place, d'en électrifier qu'un seul, celui d'en bas. Donc le grillage a pour vocation de matérialiser une barrière pour les animaux, et le fil électrifié en bas évite aux animaux de soulever le grillage pour pénétrer, puisqu'une clôture simplement avec un grillage n'empêche pas les animaux de rentrer, puisqu'il la soulève et ils pénètrent. On voit le type de clôture qu'on préconise et qu'on essaie d'adapter un petit peu au milieu. Donc c'est une clôture sur une base ici de cornière, mais généralement on privilégie des piquets bois en acacia. Mais ici le sol ne permet pas partout de planter des piquets bois, donc il y a plus de cornières que de piquets bois. Donc les cornières, on essaie de les espacer à peu près tous les 4 mètres, sur lesquels sont fixés un grillage Ursus, et à la base de ce grillage Ursus est fixée une câblette qui est électrifiée, qui est positionnée à peu près à une quinzaine de centimètres du sol, sur des petites tiges en fer sur lesquelles on incorpore un isolateur. Ça permet donc de pouvoir positionner un isolateur où l'on veut et non pas d'être bloqué par le piquet. Et cette câblette électrifiée évite que les animaux puissent soulever le grillage et pénétrer dans la parcelle. Concernant les dégâts, écoutez, la politique de la fédération de chasse, c'est aujourd'hui de tout mettre en place pour éviter les dégâts. Cette vigne qui a coûté 15 000 € de dégâts au niveau de la fédération de chasse a été protégée pour un montant environ de 2 000 € et aujourd'hui, tranquillité totale puisqu'il n'y a plus de dégâts sur cette vigne. Concernant les clôtures, d'une façon générale, la fédération de chasse prend à charge 50% du montant hors taxe du prix de la clôture. L'agriculteur achète le matériel et récupère la TVA. Et puis nous essayons avec les chasseurs locaux d'organiser des réunions, des rencontres, des journées de travail pour que la clôture puisse être posée et peut-être entretenue par les chasseurs locaux, que l'on aidera par le biais de subventions, puisque ma foi on préfère aider ceux qui participent avec nous à limiter les dégâts. Et puis c'est une bonne façon de rendre aux chasseurs ce qui appartient aux chasseurs, puisque je répète que les seules cotisations qui sont payées pour rembourser les clôtures et les protections viennent des chasseurs. On s'aperçoit effectivement qu'il y a une évolution au niveau du monde agricole. Si vous prenez le plateau de Sceaux, le grand plateau et le petit plateau de Sceaux, il y a toujours eu du blé, il y a toujours eu des pommes de terre, mais c'était des quantités, si vous voulez, c'était de la production familiale. Aujourd'hui, ce sont des hectares de blé, des hectares de pommes de terre, et puis des cultures en plein milieu de massifs forestiers, avec la forêt qui envahit, avec la garrigue qui envahit. Donc ça veut dire que les animaux en fait sont tout proches de ces cultures qui deviennent du coup pour eux des zones de nourrissage. Et quand on sait que la nature s'approche de plus en plus des villages, quand on pense que le sanglier se domestique de plus en plus, et quand on sait que le seul prédateur du sanglier c'est l'homme, aujourd'hui il y a effectivement des questions à se poser. Alors un monde agricole qui évolue, un monde agricole qui devient sensible, puisque le moindre dégât pour eux est pénalisant. Et derrière, ces populations de sangliers qui sont en train d'augmenter avec, comme je vous disais ce matin, des chasseurs qui vieillissent, des chasseurs qui diminuent. Je répète que nous avons perdu sur le département de l'Aude 50 équipes de chasse, dont 50 dianes, ce qui veut dire qu'effectivement, ce sont des prélèvements qui se font en moins, et cela devient un peu inquiétant. Les méthodes de chasse, bien sûr, elles ont changé, elles changeront encore,
puisqu'aujourd'hui on parle d'ouvrir la chasse à certains endroits à partir du mois de juin. On parle aussi de tir du sanglier à l'affût à partir du mois de juin. On parle peut-être aussi de tir à l'approche de sanglier. Donc ça veut dire que tout ça sont des nouvelles méthodes de chasse qui n'étaient pas connues dans le département, où on chassait uniquement en battu entre le 15 septembre et Noël. Il a été mis en place des cellules d'alerte par massif. Des réunions sont organisées. Nous essayons d'appréhender la problématique, mais effectivement, tout ça ne passera que par une entente locale. Aujourd'hui, effectivement, il faudra que les solutions soient trouvées ensemble, et notamment obliger les territoires opposés à la chasse à permettre des battues, puisque ces territoires privés constituent des réserves à sangliers. Et aujourd'hui, il est inadmissible, au cœur du vignoble, au cœur de zones agricoles, que l'on puisse tolérer des zones non chassées, des zones réserves. Le sanglier n'a pas besoin de zones réserves pour se multiplier. Voilà. On a aujourd'hui sur le site des marais du Narbonnais, situé entre l'île de Sainte-Lucie à Port-la-Nouvelle et la réserve de Campignol à Gruissant, plus de 130-140 chasseurs qui sont aujourd'hui disposés un peu partout pour effectuer cette grosse battue administrative. Il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de partenaires. Il y a des privés, des propriétés privées, beaucoup d'ailleurs. Il y a aussi des administrations, Réseau ferré de France, il y a VNF, Voies navigables de France. La majorité de ces battues vont se pratiquer sur les terrains du Conservatoire du littoral. Donc il a fallu aussi discuter avec le Conservatoire du littoral. On sait très bien que ça pose quelques problèmes chaque fois, mais bon, voilà, on arrive à les régler. Les premiers intéressés aujourd'hui, c'était LEPO, c'était la journée du patrimoine, et qui était destinée à faire découvrir un peu le patrimoine du Grand Narbonne et du Narbonnais. Et LEPO a bien compris que ce jour-là, il fallait éviter cette zone pendant au moins la demi-journée que va durer ces battues, donc puisqu'elles sont prévues ce matin de 7h, 7h30 jusqu'à 11h, 11h30. Autant il est difficile de gérer le petit gibier parce qu'on fait tout pour qu'il y en ait davantage, autant il est difficile de gérer cette quantité de sanglier pour la faire baisser. Voilà. Parmi tous les outils mis en place, il y a les battues administratives. Ce n'est pas de la chasse, même si on le fait avec les chasseurs, c'est des battues de destruction. Laissez de côté les sentiments aujourd'hui. Moi je suis comme vous, je suis chasseur, moi aussi. Longtemps j'ai préservé les lessuités, longtemps j'ai préservé les marcassins. Bon, aujourd'hui il faut tirer. Il faut tirer, je ne vais pas dire il faut tuer, le terme ne me plaît pas, mais il faut diminuer les populations et notamment ici. La réserve de Campignol est une réserve de non-chasse. C'est un territoire qui est à l'état, il n'est géré ni par le conservatoire ni par qui que ce soit. Donc cette zone ne peut être chassée qu'en battue administrative. C'est notre rôle de louvetier et de l'administration de pratiquer des battues sur ces territoires qui sont devenus des refuges à sangliers. L'avantage de nos battues, c'était quand même de faire partir les sangliers de ces réserves, qui sont, on le sait, des prédateurs pour tout ce qui est couvée d'oiseaux, sortis du nid et toutes les nichées qu'il peut y avoir. Donc c'est aussi l'intérêt d'LEPO de faire partir les sangliers de ces zones-là. Pour moi, une grande satisfaction, mais satisfaction sur plusieurs points. Le premier, bien sûr, c'est d'avoir pu regrouper plusieurs équipes de chasse sur le même territoire et en même temps. Le côté convivial et surtout le résultat, puisque 12 sangliers ont été prélevés. Je peux mettre en avant que la sécurité a été vraiment respectée et que cette chasse a été bien encadrée. C'est aussi pour nous un exemple, un essai
Il faut qu'on réagisse vite sur les dégâts et mettre en place une battue comme celle-ci nous a pris beaucoup de temps. Il y a des institutions à rencontrer, il y a des autorisations à avoir et aujourd'hui ce type de journée nous permet de faire un rodage. Aujourd'hui on sait comment ça marche, on sait qui il faut informer, on sait quelles sont les autorisations à demander, comment il faut l'encadrer, comment on répartit les équipes sur le territoire et ma foi la contribution de l'ONCFS pour la partie réglementaire, l'encadrement par les louvetiers sur la partie réglementaire et sécurité, l'aide des présidents de chasse locaux, les choses se font chez eux avec leur équipe de chasse. Écoutez, pour moi c'est vraiment une belle réussite. Espérons que derrière, bien sûr, le résultat escompté soit là, puisque toute cette journée, bien sûr, c'est pour éviter des dégâts, à la fois sur le vignoble, puisque les vendanges cette année sont tardives, mais également d'ici quelques mois sur le riz, les cultures de riz. Écoutez, dans tous les cas, merci à tous pour cette belle journée et surtout pour cette belle opération de prévention, puisqu'en fait, ces chasses administratives font partie aussi d'un outil de prévention. Voilà. Merci à vous tous. Dès qu'on s'aperçoit que les dégâts commencent à apparaître, il faut effectivement appeler la fédération de chasse, demander aux techniciens de se déplacer, moi-même je me déplace, et ensemble essayer de faire en sorte d'enrayer les dégâts avant qu'ils augmentent ou avant qu'ils deviennent vraiment pénalisants. Bon, ce dossier dégâts est rempli par le propriétaire. Il est renvoyé à la fédération de chasse. Il y a un certain délai à respecter, notamment s'il y a récolte derrière. Donc il faut l'envoyer avant la récolte, puisqu'il faut qu'ensuite un expert passe constater les dégâts effectifs sur la parcelle avant que la parcelle bien sûr soit récoltée. Concernant la méthodologie, l'expert sur le terrain fait le constat de la quantité détruite et puis en fonction des quotas et du prix des denrées qui est fixé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, à ce moment-là, les quantités détruites sont remboursées. On est mandaté par la fédération de chasse de l'Aude, on prend contact avec le vigneron, on fixe un rendez-vous, on contacte aussi le président de la CCA, qui est présent ou qui n'est pas présent. Ensuite, on se rend sur la parcelle et on procède à ce que je viens de faire, c'est-à-dire du comptage par sondage de grappes mangées par rangée. Plus la parcelle est grande, plus on fait de passage. Ensuite, on fait une moyenne de ces grappes mangées par rangée, on multiplie par le nombre de rangées et ça va nous donner un nombre assez représentatif de ce qui s'est passé sur la parcelle. Donc après on multiplie par le poids moyen d'une grappe, ce que j'ai fait, j'ai coupé 5 grappes, je les ai pesées, et ça me donne la perte de récolte sur la parcelle. Je dis bien la perte de récolte, on ne quantifie nullement une perte de vin, nous ne pesons que du raisin. On a rempli le dossier avec le vigneron, s'il est d'accord il le signe. Et un dossier part à la fédération, c'est rentré en machine et ensuite le processus derrière d'indemnisation. Et là, on n'intervient pas du tout puisque nous, on ne s'arrête qu'à quantifier une perte de récolte. Et je te donne ça m'évitera de les envoyer. Très bien, merci. Je me progresse à lundi. Il y en a beaucoup maintenant qui se mettent à clôturer, heureusement. Hein. Mais bon, c'est sûr qu'on tue 250 sangliers par saison. Alors, nous sommes débordés par les sangliers. Nous chassons tout autour des vignes, nous essayons de protéger les cultures à gibier, ça c'est sûr. Hein. Depuis l'ouverture, nous faisons que ça. Mais au moins les chasseurs, ils en ont marre, hein, parce qu'on chasse comme des lapins, quoi. On chasse le sanglier comme des lapins. Mais on est obligé de chasser autour des vignes, voilà. Nous protégeons les cultures à gibier. Il y a deux facteurs qui initient notre déplacement. Soit c'est un agriculteur qui nous contacte parce qu'il souhaite protéger une parcelle, soit parce qu'il sent qu'il va avoir des dégâts sur cette parcelle-là, soit parce qu'il sait que depuis plusieurs années il en a. Où nous initions un petit peu nos déplacements par rapport au constat que l'on fait sur les années passées des parcelles que l'on indemnise régulièrement. Le fait d'anticiper nous permet également de limiter les dégâts, de les diminuer. Hein. Ce matin, par exemple, nous avons lancé une requête pour voir l'an dernier, en juin, juillet, quels étaient les dégâts, quelles étaient les parcelles, quels étaient les lieux qui avaient été touchés. Donc ça veut dire que ce soir, nous serons déjà en mesure de dire, tiens, l'an dernier, au mois de juin, juillet, août, voilà les dégâts
et qui ont eu lieu. Donc cette année, nous allons anticiper et nous allons réagir avant que les dégâts apparaissent. Les protections ont porté leurs fruits puisque nous étions arrivés à des seuils importants et inquiétants de 450 000 €. Aujourd'hui, nous sommes descendus sur des sommes beaucoup plus raisonnables. En sachant que cette année, on est particulièrement inquiet au niveau de la vigne. Alors non pas qu'il y a eu des dégâts supplémentaires, mais la vigne, effectivement, cette année a connu une forte diminution, puisqu'il y a eu 40% de récolte en moins. Tous les dégâts sont vraiment pénalisants et impactants, donc ils ont tous fait l'objet de déclarations. En sachant aussi que, preuve en est que certainement les dégâts ont quand même diminué et sont maîtrisés par la protection, c'est que le prix des denrées augmente, le nombre de sangliers augmente, le nombre de chasseurs diminue et le nombre d'équipes diminue. Et aujourd'hui, on est à des seuils de dégâts qui sont pratiquement de moitié de ce qu'ils étaient. Donc ça veut dire quelque part quand même que la protection est efficace. Et puis j'insiste dessus, il y a aussi la tranquillité du monde agricole, quoi. C'est que quand on parle de dégâts, on pense toujours à l'impact économique. Moi, je pense aussi à l'impact moral. L'agriculteur qui arrive le matin et qui voit son champ complètement dévasté, ben, écoutez, lui, je pense qu'il est là pour semer, il est là pour récolter, il est là pour faire une bonne vendange et il n'est pas là pour essayer de se faire indemniser une récolte complètement détruite, quoi. Voilà. Donc, dans ces deux sens, je pense qu'on a évolué et qu'on arrive à retrouver d'abord une paix d'esprit entre l'agriculteur et les chasseurs, mais également un équilibre supportable. Il faut savoir que le chasseur va toujours chasser chez les autres, il ne chasse jamais chez lui. Donc si les relations ne sont pas bonnes avec les agriculteurs, il ne peut plus y avoir d'action de chasse. La progression des dégâts et même la prolifération du sanglier a changé nos méthodes de chasse. Nous organisons pour tout ce qui est en début de saison des prélèvements tout autour des vignes et ensuite une fois que les vendages sont effectués, on commence à chasser les grands bois et on va plus profond dans le territoire. Le chasseur par lui-même est gestionnaire puisqu'il faut faire attention déjà au prélèvement, mais ensuite il faut dialoguer avec les différentes personnes. Nous avons des rapports quasi permanents avec la fédération. On essaie de contacter ou d'avoir des contacts privilégiés avec les propriétaires. Je pense que l'efficacité sur la chasse, sur les dégâts, ne passe que par la communication. Si on ne communique pas entre nous, on ne peut pas être efficace. Si on pouvait agrandir notre action sur d'autres terrains, on diminuerait forcément les dégâts. Il faut savoir qu'à Saint-André, cette année, en moyenne, on était une trentaine par battu. Donc déjà, c'est un nombre conséquent pour le territoire et on aurait pu effectivement aller chasser sur d'autres propriétés si on avait été sollicité. Le monde agricole est confronté souvent aux aléas climatiques et aujourd'hui se pose ce problème de sanglier. Et ces sangliers, donc, si on arrive à avoir une bonne gestion entre l'agriculteur et le chasseur, on arrive à limiter les dégâts. Je suis agriculteur, viticulteur, à la retraite certes, mais je connais les problèmes. Mais je suis également chasseur à perte de temps. Donc j'aime bien concilier les deux. Aujourd'hui, il serait intéressant que le monde agricole aussi se prenne en main et puisse prendre plus de permis. Parce que plus ça ira, moins on aura de permis de chasse. Et donc plus on aura de chasseurs, mieux ça ira. Même si les gens n'y vont pas trop. Peut-être que là aussi, il faut peut-être aider les agriculteurs à passer les permis, à avoir des permis à moindre coût, avoir des formations rapides, parce qu'on a d'autres occupations que la chasse. Ça, ce sont des points qu'il faut développer, à voir plus tard comment la fédération peut mettre tout ça en place. Un autre problème qu'on trouve dans le monde agricole, c'est surtout la propriété des sols. Et non content d'avoir à gérer la chasse, il faut aussi gérer les propriétés. Parce que quand on est des fois exploitant, on n'est pas propriétaire des sols. Et là, il est très difficile souvent de concilier les deux. Donc c'est un deuxième combat à avoir, enfin combat ou
ou organisation de travail entre l'agriculteur, le propriétaire, les chasseurs. C'est un tout. Et je pense que la concertation que l'on a avec le monde agricole et les chasseurs depuis quelques années fait que les problèmes vont tout doucement s'amenuiser. Ici sur la commune de Bise, chantier d'autant plus important pour nous puisqu'il s'agit là de l'implantation et de l'installation de jeunes agriculteurs. Il s'agit de production de safran. La différence avec ce matin, c'est qu'on est sur des petites surfaces, mais comme je disais ce matin, où les dégâts sont encore plus pénalisants, puisque quand on sait qu'un gramme de safran vaut 40 €, on s'aperçoit que les dégâts sont de suite très importants. Donc notre satisfaction sur ce chantier, c'est que Madame Benoît, c'est ça ? Oui, Madame Benoît a découvert en fait l'aide de la Fédération de chasse grâce à la Chambre d'agriculture. Donc une satisfaction pour nous parce que le rôle de la Fédération aussi, c'est de faire passer le message au niveau de la Chambre d'agriculture et de faire reconnaître que nous pouvons intervenir sur des installations et ne pas attendre des dégâts qui au moment du démarrage pourraient être fort décourageants pour la personne qui s'installe. Alors la première année, en fait, c'était pas tellement les sangliers, pour tout vous dire, c'était plutôt les lièvres, en fait, qui venaient, qui mangeaient les pousses. Parce que dans la production de safran, c'est vrai que, en fait, la récolte se fait, les pousses apparaissent en octobre-novembre, quand il n'y a plus trop grand-chose d'autre. Et du coup, voilà, il y avait beaucoup de lièvres. Bon, c'était une toute petite parcelle, donc peut-être les sangliers, ont un peu ignoré la chose l'année dernière, mais là, j'ai eu 2 tentatives de passage. Et en fait, franchement, grâce à la clôture, ils ne sont pas passés, quoi. Ils auraient pu faire beaucoup de dégâts en fait. Donc voilà des petites parcelles, 2500 m², ce qui veut dire que s'il y a une intrusion de sanglier, avec une nuit, tous ces bulbes sont arrachés. C'est vraiment important. On voit bien l'impact, l'aide du monde de la chasse, puisque par cette installation agricole, il y aura un outil de travail qui va se développer, une famille qui s'installe et qui aurait pu baisser les bras dès la première saison, découragée de voir son travail tous les matins détérioré. On a longtemps cru, ou certains ont pensé, que la Fédération de chasse indemnisait les dégâts uniquement sur la vigne, sur les grands champs de maïs, sur les grandes prairies, et qu'en fait on indemnisait que les grandes cultures, les grandes propriétés. Pas du tout. Aujourd'hui, on a un rôle effectivement de service public, on a un rôle de maintien d'équilibre, la Fédération a un rôle de développement économique, et il ne serait pas normal que le chasseur ferme les yeux sur des situations telles que celle-ci, où quelqu'un plein de bonne volonté veut essayer une nouvelle culture et puis être obligé, comme je vous le disais tout à l'heure, d'abandonner parce que des animaux sauvages viendraient, les lièvres ou les sangliers, tous les soirs détériorer le travail. Vous nous disiez tout à l'heure qu'il était important pour vous d'avoir un pied proche de la culture. Je pense qu'il doit être important pour vous aussi, quand vous arrivez le matin, de ne pas avoir ce souci de savoir dans quel état vous allez découvrir le champ. Sûr. Prendre le fusil toujours et partir dans la garrigue, traquer un peu le gibier, ça existe toujours, heureusement. Autrement ça n'irait plus du tout. Mais c'est vrai que la chasse n'est plus tout à fait ce qu'elle était. La gestion du territoire devient de plus en plus importante. Il y a une évolution du chasseur. Le chasseur, c'est un métier. Et alors je ne vous dis pas en plus celui de responsable, de président de la CCA ou de l'AICA, puisque j'ai l'AICA du Minervois également. C'est un super métier. Parce qu'il n'y a pas que la chasse. Je dirais qu'à la limite, la chasse devient quelque chose de subalterne. Et c'est tout au long de l'année, qu'il faut s'occuper du territoire, qu'il faut s'occuper de la chasse. Je dirais en quelque part que chez nous, comme partout ailleurs maintenant, on chasse 12 mois sur 12. Et il faut surtout aussi entretenir des bonnes relations. C'est ce que je me suis toujours efforcé depuis 12 ans maintenant. Entretenir des bonnes relations avec les propriétaires. Parce que c'est là une cohabitation qui est indispensable, devenue indispensable. Vous nous avez fait sourire tout à l'heure, vous avez dit les chasseurs sont des bénévoles, ils travaillent pour la nature, pour les milieux,
pour les équilibres, pour effectivement le respect des dégâts. Et au lieu d'être rémunérés, c'est nous qui payons. C'est nous qui payons. C'est bien ce que vous avez dit. C'est bien ce que je dis et je le maintiens. Il faudra bien trouver un jour quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui participe avec les chasseurs à tout cet équilibre et à cette biodiversité. Comme vous avez pu le constater, le sanglier est une force pour le département de l'Aude, mais c'est aussi une faiblesse concernant les dégâts. Et si on n'avait pas pris ce dossier à bras le corps depuis quelques années, je pense que la situation, autant au niveau des dégâts viticulture, agriculture, et les conséquences pour les chasseurs seraient aujourd'hui dramatiques. Donc la prévention et la protection, c'est quelque chose d'important pour la fédération. Et je félicite donc le vice-président Jacques Gali et son équipe pour le travail remarquable qui a été fait, mais aussi l'étroite collaboration que nous avons mis en place avec les agriculteurs. La fédération s'investit donc dans cette prévention et dans cette protection. Et aujourd'hui, on constate quand même qu'il y a une forte augmentation du sanglier sur le département. C'est problématique en dehors de la chasse, hein, puisque bon, ça peut concerner la sécurité, les accidents de la route. Aujourd'hui, le sanglier trouve refuge même dans les villes. On a vu que très récemment, les sangliers se promenaient dans les villes. Donc je crois qu'à un moment donné, je crois que d'ailleurs le vice-président termine son intervention là-dessus, il faudra qu'on ait une table ronde avec les services publics et l'ensemble des élus du département pour qu'on prépare demain, parce qu'encore avec les actions que nous menons, on va pouvoir tenir, allez, je dis 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais au bout d'un moment, je pense que le sanglier va nous dépasser. Il y a forcément une chute des chasseurs. Et donc forcément, s'il n'y a plus de chasseurs, la problématique elle sera d'autant plus importante. Donc aujourd'hui, il y a des zones entières dont la vigne a été arrachée. La garrigue donc, prend le dessus. Et le sanglier, c'est le roi. Et il y a des secteurs de la Corbière qui ne peuvent pas être chassés tellement les zones sont importantes. Donc c'est un sujet, j'allais dire, quasiment de société qu'il est important de prendre en considération, chasseurs et non-chasseurs. Je crois que le chasseur a prouvé le travail qu'il faisait sur le terrain, sa capacité à œuvrer pour son territoire, c'est plus à prouver. Il faut maintenant qu'on arrête de critiquer le chasseur, qu'on l'aide un peu, au moins pour la gestion du sanglier.